Alors vous allez vous dire oui mais l'État me prend 50%. C'est vrai. L'État communiste français va vous prendre une très très grosse partie de votre fric. Mais si vous aviez fait le même business dans le fin fond de l'Algérie, on vous aurait peut-être pris 50%, mais de toute façon vous auriez gagné 10% de ce que vous gagnez en France. Ou 1%. Le truc n'aurait même pas marché. Pensez à ça aussi. Faut-il entreprendre en France ou hors de France? Les amis, ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez vu les risques que je prends pour vous, regardez. J'ai amené l'iPhone dans l'eau. Alors je sais que c'est waterproof, mais généralement, ce genre d'appareil ne supporte pas l'eau salée. Mais enfin, je prends le risque pour essayer de vous offrir de belles images. Alors, faut-il entreprendre en France ou hors de France? Si je devais répondre en une phrase, je dirais prenez une décision et tenez-vous-y. C'est le plus important. Et de très loin. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a rien de pire que de se lancer dans un truc en se disant non mais en fait je fais ça sur le side mais en fait après je vais me barrer. Parce que vous n'allez jamais commit, vous n'allez jamais être à 100%, vous n'allez jamais donner le meilleur de vous-même. Réussir dans le business c'est déjà suffisamment dur. Il y a plein de choses à faire. Même si vous vous lancez dans le business où il n'y a pas trop de concurrence, simplement, même s'il n'y a pas de concurrence en fait, le simple fait d'aller chercher des clients, d'aller développer un produit, de faire le boulot aussi parce que sans paraître ça compte. Toute la paperasse, ce que vous allez devoir gérer avec vos comptables, avec vos avocats, etc. Et avec tout ça, ça va vous prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. Si en plus de tout ça vous n'êtes pas motivé à 100%, si en plus de tout ça vous êtes toujours en train de vous dire ouais mais moi je vais me barrer, ouais moi je suis sur le side, ouais mais là c'est juste un essai, il n'y a aucune chance que ça marche. Alors quels sont les avantages d'entreprendre en France versus entreprendre à l'étranger? Déjà il faut bien comprendre un système très simple. La façon optimale en fait de faire du business, de manière générale, c'est de faire du business avec l'Occident en étant dans une destination que j'appelle tiers 2. Je vous avais fait une vidéo où je vous parlais des 3 tiers. Les 3 tiers en fait ce sont les c'est quand on fait de la publicité en ligne, en fait les pays pour le prix de la publicité sont divisés en 3 catégories, tiers 1, tiers 2, tiers 3. Tiers 1 c'est l'Occident, c'est là où les publicités sont les plus chères. Pourquoi? Parce que c'est là où l'économie est la plus forte, donc il y a le plus de rentabilité. Tiers 2 c'est les pays intermédiaires, par exemple l'Europe de l'Est. Tiers 3 c'est les shitholes, des endroits où il ne faut surtout pas aller. Par exemple Dubaï est considéré comme un tiers 2 et pas comme un tiers 1. Je dis ça pour envoyer une petite punchline, pour envoyer une petite pique à certains. Mais pour moi le meilleur compromis en fait c'est d'habiter dans des pays tiers 2. Donc où le coût de la vie est plus faible, où il n'y a pas autant de législation communiste, où il n'y a pas autant de taxes, où effectivement c'est pas des pays woke, donc ça veut dire qu'il y a plus de sécurité parce que c'est les pays où ils n'ont pas peur de passer à tabac les criminels. Mais tout en faisant du business avec les pays de l'Ouest, donc France, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, enfin vous avez compris les pays occidentaux. Parce que voilà, c'est le meilleur arbitrage possible. Ceci étant dit, mettre ça sur pied n'est pas aussi facile qu'on l'imagine. Pour plusieurs raisons. Par exemple, si votre entreprise est basée justement, n'est pas basée en France, il y a toute une série d'opportunités, je dirais pas qu'ils vont se fermer, mais je dirais qui sont plus difficilement accessibles. Je vous prends un exemple très simple. Dans le développement informatique par exemple, si vous voulez décrocher des contrats dans l'informatique, moi j'ai en permanence des gens qui me sollicitent pour des contrats dans l'informatique. Mais si votre entreprise n'est pas basée en France, il y a une très grande partie des entreprises qui vont tout simplement ne pas vouloir travailler avec vous. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides. Les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas qu'en France comme ça, c'est aussi pareil au Royaume-Uni, c'est voilà. Donc ça ne veut pas dire que les portes vont se fermer, mais vous allez devoir faire plus d'efforts pour trouver une boîte qui accepte de travailler avec vous, alors que votre boîte n'est pas basée en France. Alors évidemment, quand vous avez des influenceurs qui vendent des scams crypto ou qui pigeonnent des gens, eux ils ont leur boîte à Dubaï, mais c'est normal parce que ils s'adressent à c'est du B2C, ils s'adressent à des consommateurs, pas à des entreprises. Donc
quand vous allez acheter la formation, vous allez faire un paiement, vous avez le lien Stripe, ou pour le coup des fois ils sont pas sur Stripe parce que Stripe les bloque évidemment. Il y a l'entreprise à Dubaï, vous vous dites oh trop cool, il est à Dubaï et tout, pour vous c'est crédible. Mais en fait il faut savoir que si c'était une entreprise à laquelle il s'adressait, le fait de voir que son truc est basé à Dubaï, ça peut être un red flag. Sauf évidemment s'il a du réseau, s'il connaît des gens sur place. Généralement c'est les mecs par exemple qui vont faire des allers-retours entre Paris et Dubaï. Je parle des gens sérieux, qui font du réseautage, qui vont à des events en France, mais qui sont tout le temps en fait dans l'avion parce qu'ils ont besoin de faire des allers-retours, parce qu'ils ont besoin de connaître les gens physiquement pour créer de la confiance, pour créer du lien, pour créer du réseau. Et c'est uniquement cette confiance est créée que certains partenaires vont accepter de collaborer avec des gens qui ont des entreprises qui ne sont pas basées en France. Je prends Dubaï comme exemple, mais ça pourrait être n'importe quel autre pays. Donc, faire du business depuis un pays étranger avec un pays occidental, c'est pas aussi évident que ça en a l'air, surtout si c'est un truc direct, genre vous voulez directement vendre vos services, voilà, en tant que consultant, en tant que coach, à des entreprises basées en Europe de l'Ouest. Ceci étant dit, c'est possible. Maintenant, il y a d'autres choses à garder en tête. Par exemple, vous êtes peut-être, alors regardez cette vidéo, vous êtes peut-être encore en France. Vous êtes en France, vous êtes dans le salariat et vous voulez lancer un truc. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous expatriez d'abord et vous faites du business une fois que vous êtes expatrié? Ou est-ce que vous lancez un business, vous l'automatisez, vous le standardisez et une fois qu'il tourne tout seul, vous vous expatriez? Ou est-ce que vous lancez un business en ligne qui du coup vous permet, par exemple un business c'est pas vraiment un business du coup, mais par exemple vous devenez coach, consultant, freelance et du coup vous n'êtes pas vraiment businessman puisque votre argent dépend toujours de votre temps, je vous ai déjà expliqué la différence, vous êtes obligé de travailler pour gagner de l'argent mais vous travaillez depuis votre ordinateur donc vous pouvez vous expatrier, ensuite vous vous expatriez du coup dans des pays avec un coût de la vie plus faible, vous mettez de l'argent de côté et là vous pouvez réellement démarrer un business à proprement parler, c'est-à-dire une activité où vous pouvez recruter des gens, déléguer le travail. C'est une question que c'est à vous de résoudre. Le problème c'est que pour la plupart des gens en fait vous n'avez pas forcément tout de suite les moyens de vous expatrier. Donc l'option dont je viens de parler n'est pas tout de suite accessible. Vous êtes salarié en France, si vous quittez votre emploi, vous n'avez plus de thunes. Donc vous allez faire quoi? Vous allez aller où? Alors moi par exemple quand je suis allé en Roumanie pour la première fois j'avais rien. J'étais étudiant, mes parents me donnaient de l'argent de poche et je bossais en call center. J'étais étudiant. Évidemment qu'on n'a pas les mêmes besoins, on peut accepter des conditions de vie qui sont différentes quand on a 20 ans, quand on en a 30, quand on est marié, quand on a une certaine stabilité en France. C'est pas la même chose. Plus vous allez être avancé en âge et plus vous allez avoir une stabilité là où vous êtes, plus ça va être entre guillemets difficile, plus il va falloir planifier, réfléchir avant d'entamer votre expatriation. Donc, si vous êtes dans une situation où vous pouvez facilement vous expatrier et que vous voulez vous expatrier, je pense qu'il vaut mieux d'abord s'expatrier. Commencez par vous expatrier, monter un business depuis l'étranger. Si vous êtes en revanche dans une situation où c'est un petit peu difficile pour vous expatrier tout de suite, alors à ce moment-là, ça fait carrément sens de monter un business en France, de commencer à gagner de l'argent en France, de commencer à automatiser votre business en France, et une fois que le truc tourne, là de vous barrer. Je vous prends un exemple, mon truc Airbnb par exemple dont je vous parle tout le temps. Voilà, vous montez le truc en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont nouveaux sur la chaîne, je résume en une ligne, mais j'en parle un moment large en travers sur la chaîne, donc regardez pour en savoir plus. Mais en gros, l'idée c'est on loue des appartements en long terme et on les sous-loue sur Airbnb, c'est entièrement légal. Ouais, vous montez ça en France. Faites comme moi j'ai des Airbnb là qui tournent en Roumanie, alors que je suis à 13 000 km de la Roumanie. Une fois que vous avez monté le truc, vous recrutez une équipe. Bon, une équipe, ça peut être simplement votre première femme de ménage, mais attention, avant de commencer à vous barrer pendant 3 mois et à lui confier les clés de vos appartements, il faut que ce soit une personne de confiance. Donc ne faites pas ça dès le premier jour. Mais vous montez le truc en France, vous déléguez le truc. Il vous reste juste à gérer les clients depuis Airbnb, ce qui peut se faire depuis un téléphone. Et là, vous pouvez commencer à entamer votre démarche d'expatriation, par exemple. Et rien ne vous empêche de revenir tous les mois, peut-être pas tous les mois, mais tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, pour faire une tournée dans vos appartements, pour s'assurer que tout va bien. S'il y a des petits travaux à faire, encore, parce que moi, par exemple, même les travaux de réparation, s'il y a un rideau qui se casse ou quoi, je les délègue. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est tout à fait possible de lancer le truc en France et d'expatrier. C'est la première possibilité. Vous pouvez aussi lancer le truc en France et voyager. Parce que je sais que c'est d'entre vous, vous n'avez pas forcément envie de vous expatrier à temps plein, mais vous voudriez simplement voyager 3-4 mois par an. Évidemment, si vous avez un travail salarié franco-français, ça va être difficile. Donc vous pouvez commencer à mettre le truc en place en France, et quand ça tourne, en fonction du degré de délégation que vous avez créé, plus les systèmes que vous créez sont efficients, plus vous allez pouvoir partir longtemps l'esprit tranquille. Moins ils sont efficients, moins vous allez pouvoir partir. Mais bon, même si au début c'est un peu inefficient, c'est-à-dire qu'il y a toujours un truc qui part un peu en couille, c'est comme ça quand vous créez un système. Ne serait-ce que si ça vous permet de partir en vacances une semaine par-ci par-là, 10 fois par an, c'est déjà mieux que d'être salarié, non? Et donc je disais voilà, vous avez créé votre truc, ça tourne, vous pouvez vous expatrier ou bien voyager. Ça c'est la première solution et du coup votre poumon économique entre guillemets il est en France. Alors là je vois des gens qui vont me dire oui mais si c'est en France, le problème c'est que je vais être taxé à mort. Et c'est parfaitement vrai. Il faut comprendre que pour tout ce qui est business qui n'est pas online,
Oui, la France vous taxe, mais comprenez que par exemple, monter un business en France, en physique je parle, par exemple voilà, Airbnb ou nettoyage de tapis, nettoyage de vitres, tout ce qui est physique ou tout ce qui est, des fois ça peut être online, mais comme je vous l'ai dit, ça dépend d'un réseau qui est physique. Parce que ça faut comprendre aussi, il y a des mecs par exemple ils font du développement web, mais en fait pour avoir leurs clients ils ont besoin en permanence de faire du réseau, d'être en soirée au restaurant, etc. Donc ils ont besoin en fait d'être sur place. Donc pour tout ce qui est physique en fait, comprenez que oui, vous avez l'inconvénient d'être taxé à mort, vous avez l'avantage d'être dans un pays occidental, donc un pays où il y a de l'argent. Parce qu'allez essayer de monter un business physique en Thaïlande, vous allez voir, quand les mecs gagnent je sais pas 50 € par mois ou 300 € par mois, c'est pas la même rengaine, c'est pas le même délire. Donc oui, la France c'est un pays qui s'appauvrit d'année en année, c'est plus la France des années 80. Mais comparé au reste du monde, qui je le rappelle c'est 80% de shitall le monde, à part le monde occidental c'est que des shitall. Bah, c'est quand même plus facile de monter un truc. Sauf si vous avez des capitaux, là vous êtes bien capitalisé, et pour le coup vous pouvez monter des structures. Par exemple un hôtel, par exemple un restaurant. Là effectivement, ça peut être effectivement intéressant de le faire directement dans votre pays d'expatriation. Il y a des gens qui montent des restos, des gens qui montent des hôtels, il y a des gens qui montent des cafés, il y a des gens qui montent des pizzas en Europe de l'Est, en Thaïlande ou quoi. Même si évidemment je ne considère pas l'Europe de l'Est comme un shithole. Ni même la Thaïlande d'ailleurs. Mais enfin ça dépend d'où on est en Thaïlande. Donc, il faut être pragmatique. L'idée c'est pas de se dire ok c'est quoi la situation idéale et puis tant que les étoiles sont pas alignées je me lance pas. Sinon vous ne lancerez jamais. L'idée c'est de se dire ok aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire. Bah je peux pas bouger, je suis salarié. Bah donc vous êtes obligé de monter un truc en France. Est-ce que je monte un truc physique ou en ligne? Vous allez me dire bah en ligne parce que c'est plus facile. Oui et non. Oui et non. Le problème du monde en ligne les amis c'est que déjà c'est comme je vais répéter parce que il faut bien que ça rentre. En ligne c'est pas forcément aussi en ligne que vous l'imaginez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en ligne. Mais pour avoir des clients, ils ont besoin d'un réseau qu'ils créent dans le monde réel. Même, remarquez que tous les podcasts à la con que vous regardez là sur le business, les mecs qui sont tous à Dubaï. Pourquoi vous croyez qu'ils sont tous à Dubaï? Parce que pour s'inviter les uns les autres, ils ont besoin d'être physiquement là. Vous comprenez? Pourquoi il n'y a pas un mec qui est en Amérique du Sud? Pourquoi il n'y a pas un mec qui est en Australie? Pourquoi il n'y a pas un mec qui est en Afrique du Sud? Pourquoi il n'y a pas un mec qui est au Maroc? Pourquoi il n'y a pas un mec qui est en Angleterre? Pourquoi ils sont tous à Dubaï? Ah, parce qu'à cause des impôts. Oui, mais pas uniquement. Parce qu'ils ont besoin d'être là physiquement présents. Parce que vous imaginez pas non plus le léchage de cul qu'il y a derrière les caméras. Quand le mec il torche le cul d'un autre mec, s'il te plaît, machin, t'es trop sympa, je kiffe trop ton contenu, nanana, pour passer dans son podcast. Et encore, il faut encore payer pour passer dedans. Et c'est pareil pour le reste. Le gars, il est dans la cybersécurité, d'accord, mais comment il a eu son contrat? On envoie un email. C'est possible. Peut-être que le mec il a fait de la outreach, il a envoyé 10 000 emails, il a un marketing en béton armé, il a des références clients, il a 10 ans d'ancienneté, il a une expertise ultra pointue. Les entreprises n'ont pas le choix que de passer par lui. Peut-être qu'il a eu son contrat pareil en faisant du cold email. Mais il y a aussi tellement de gens qui ont en réalité une pipeline qui est remplie via un trafic qui est semi-physique. Via un trafic qui les acquiert en connaissant des gens IRL, en mangeant au restaurant IRL. Même si derrière, 90% du travail se fait en ligne. Donc méfiez-vous quand on vous dit en ligne. Ensuite, vous avez les business en ligne qui sont pour le coup 100% en ligne. Le problème de ça, c'est que, toujours pareil, la barrière à l'entrée. S'il y a zéro barrière à l'entrée, ou bien c'est qu'il n'y a pas d'argent, ou bien c'est que la concurrence va être démentielle. Donc vous vous dites, moi je vais monter un truc en ligne sans mettre d'argent initialement, etc. Et je vais faire un truc que n'importe qui peut faire. Par définition, déjà, c'est un red flag. Si tout le monde peut le faire, s'il n'y a pas de barrière à l'entrée, bah, c'est qu'il n'y a pas de thune, parce que du coup tout le monde l'a fait. Et s'il y a de la thune à se faire et que tout le monde peut se lancer, c'est qu'il va y avoir une compétition de ouf, une concurrence de ouf. Je prends l'exemple le SEO ou l'e-commerce par exemple. Vous voulez vendre des chaussures. Quand le mec il va taper sur Google basket de randonnée, déjà vous avez toutes les publicités évidemment, mais vous êtes en concurrence avec tous les mecs qui font du SEO pour basket de randonnée. Vous êtes en concurrence avec Decathlon. Vous connaissez le budget SEO de Decathlon? Combien de dizaines de milliers d'euros ils balancent en backlink tous les mois? Bon, vous ne connaissez pas forcément le fonctionnement du SEO. Ce que je veux dire c'est que voilà, si c'est du truc qui est purement online, ça veut dire que vous êtes en concurrence avec le monde entier. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. À moins d'avoir vraiment une compétence particulière, un charisme particulier, etc. Et bien souvent d'ailleurs on vous cache, je pense, les vrais frais, les vrais coûts de monter une vraie activité en ligne. Parce que en fait quand vous montez un truc en ligne les amis, vous êtes une goutte dans l'océan. Vous êtes une étoile dans l'espace. Monter un truc en ligne sans budget pub, ça revient à se dire, parce que il y a un exemple que j'aime bien prendre. Les gens disent oui mais en ligne c'est gratuit. Vous savez, monter un business physique gratuit c'est possible aussi pour très peu de frais. Hein. Je peux monter un petit stand de vente de limonade pour 100 €. Je me mets au milieu de la campagne, je monte une table en bois, je fous ma limonade dessus là, puis c'est bon, j'ai un business. Pourquoi ça va pas être possible?
Parce qu'il n'y aura personne qui va me l'acheter mon truc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de trafic, parce que je mets de la campagne. Si je vends exactement les mêmes boissons en centre-ville, là pour le coup ça va débiter, surtout si je suis dans un endroit où il fait chaud. Mais là évidemment il faut les permis, parce que tout le monde veut le faire. Il y a les mecs qui vont glacer des pâtes, il y a les mecs qui vont aller voir qui connaissent le maire, ils ont le meilleur emplacement parce qu'ils connaissent le maire. Il y a les mecs qui payent des loyers exorbitants, etc. Pourtant c'est le même business, mais simplement l'emplacement va être différent. Pourquoi? Parce que qui dit emplacement dit trafic, qui dit trafic dit audience. Sur internet c'est pareil les amis, vous vous lancez sur internet, mais elle vient d'où votre audience? Votre audience c'est gratuit. C'est pas gratuit. C'est jamais gratuit. D'accord? Ne serait-ce que quand je vous dis que c'est pas gratuit, c'est pas parce qu'internet est méchant, c'est pas parce qu'internet ne veut pas que vous réussissiez, c'est parce qu'il y a d'autres mecs qui veulent faire la même chose que vous. Comment fonctionnent les pubs Google? Comment fonctionne tout le système de publicité sur internet? C'est ce qu'on appelle un bid. Un bid c'est une audience, une enchère. Pour un mot-clé donné, c'est celui qui paye le plus cher qui va avoir l'audience. Et donc, qu'est-ce qui est celui qui va pouvoir payer le plus cher? Celui qui a la meilleure publicité. Et qu'est-ce qui a la meilleure publicité? Celui qui peut faire les meilleurs tests, donc celui qui connaît mieux son audience, donc celui qui a énormément de budget pour tester, affiner, etc. C'est pour ça que je vous dis que monter un business online c'est très bien, mais c'est pas non plus la panacée. Et je pense franchement que c'est plus facile de monter un business offline. Je pense que c'est plus facile de devenir entrepreneur et d'aller atteindre les 5 000 € par mois, pas en un mois, je vous dis tout de suite, avec un business de nettoyage de tapis, avec un business de nettoyage de vitres, avec un business de... Alors, il y avait un business aux States qu'ils ont fait, c'est un business de ramassage de crottes de chiens. C'est les riches qui ont des maisons et ils foutent leur clébard ici dans le jardin. Je sais parce que nous aussi on a une grande maison ici et qu'on a des clébards qui chient dans le jardin. Il n'y a rien de plus chiant qu'un jardin, qu'un beau jardin qui est rempli de merde de chiens. Et donc le gars il est spécialisé dans... il a un énorme camion, dessus c'est écrit, il y a tout un branding et tout, il faudrait que je vous montre la vidéo. Mais... Et le gars il est spécialisé dans le ramassage de crottes de chiens. Et l'entreprise pèse des millions. Vous voyez? Encore un autre truc, bon là pour le coup c'est en ligne. C'est un mec qui a monté un site pour le coup en SEO, spécialisé pour aider les gens avec leur piscine. Mais c'est un mec qui a aussi une vraie boîte de piscine, etc. Et puis c'est vrai que le SEO, je sais pas si je conseille encore aujourd'hui parce que Google a considérablement durci le truc, mais bon, au lieu de faire du SEO, vous faites des contenus courts vous faites des reels, vous faites des chaînes YouTube, vous faites du contenu organique autour de votre spécialité. Mais encore une fois, hein, le contenu organique ne montera jamais aussi rapidement que le contenu publicitaire. Par contre, la différence, c'est que le contenu organique, une fois que vous avez acquis une certaine audience, vous l'avez acquise pour toujours. Bref. Donc le mec, il faisait les piscines. Le mec, il y en a un autre qui faisait le pest control. Pest control, c'est dératiseur, c'est exterminateur. Il a monté un site, c'était un mec qui était comptable, il a monté un site pour aider les gens à tout ce qui concerne gestion des nuisibles. 2 ans plus tard, il a quitté son taf. Vous voyez, c'est pas crypto, SMA, dropshipping, machin mes burnes. C'est des vrais bises. C'est des trucs où les personnes ont acquis une vraie expertise. Et pour le coup, en plus du business, là je vous ai donné de business en ligne, mais pour le coup du camion à crotte de chien, là, c'est dégueulasse. Et mais c'est physique, je veux dire, il faut sortir chez soi, quoi. Il faut aller démarcher des gens, il faut aller ramasser leur crotte de chien, quoi. Et vous voyez, c'est typiquement le genre de business qui est utile. Personne n'y pense. Les riches sont prêts à payer cher parce que ça les horripile de ramasser leur crotte de chien. Ça, pour moi, c'est une business en or, pour le coup. Moi, je le ferai pas parce que ça me dégoûte tellement. Mais pour le coup, si vous n'êtes pas dégoûté, c'est une business en or. Attention, il faut être dans un quartier avec des gens qui ont des jardins, des chiens et de l'argent. N'allez pas ramasser les crottes de chien de mes mères qui habitent dans un appartement. Il y a que ça à faire qu'elle doit ramasser les crottes de son petit caniche. Regardez, les gens, ils font du canoë là. Donc voilà, hors ligne, c'est bien souvent plus facile qu'en ligne, contrairement à toutes les bêtises qu'on raconte. Vous allez me dire oui, mais si je fais un truc hors ligne, je pourrais pas m'expatrier, je pourrais pas voyager, je serais enchaîné. Faux. Lisez The E-Myth. Le E-Myth. E-Myth. C'est un livre américain qui est assez vieux maintenant et qui parle d'un problème que les entrepreneurs ont depuis toujours en fait. Et il a cette phrase, le gars, il dit le problème des entrepreneurs c'est qu'ils bossent dans leur business au lieu de bosser sur leur business. Ils délèguent pas, ils systématisent pas, ils sont dedans, ils gèrent toute la partie compliquée, donc ils sont jamais libres. À partir du moment où vous avez délégué un business, vous savez standardiser, automatiser, recruter les bonnes personnes, un business physique ça se délègue à 100%. Et encore une fois, même si vous devez être présent une fois par mois, si vous avez ne serait-ce qu'un business qui vous permet d'être votre propre patron, qui vous permet de quitter votre taf, qui va permettre de vous dire ok, je sais pas, n'importe quand là, on est en décembre par exemple, il fait froid, bam, je prends 3 semaines de vacances. Peut-être que vous pouvez pas prendre 6 mois au début, parce que vous n'avez pas encore un manager, etc. À terme, vous allez recruter un manager, vous allez lui donner un intéressement au résultat, il va gérer pour vous. Moi au début peut-être pas, peut-être que vous avez que des subalternes, mais des gens de confiance. Bah ça vous empêche pas de partir 3 semaines, comme je fais là. Donc ne surtout pas négliger la puissance du business hors ligne.
D'accord. Et ne surtout pas fantasmer sur la puissance du business en ligne. Sachant que quand vous êtes un business hors ligne, à l'ère du digital, c'est hyper facile de mélanger avec le en ligne. C'est ce que je fais là. Regardez, de quoi je vous parle tout le temps d'Airbnb. C'est un truc qui est quand même un peu physique. Airbnb, c'est aussi en ligne parce que fondamentalement, les gens louent l'appartement en ligne. Mais c'est aussi physique. Et qu'est-ce que je fais dès que je prends Airbnb? Qu'est-ce que je fais dès que je vais dans un appartement? Dès que j'ai une couille avec un client, je vous le filme, je vous fous sur YouTube. Ça crée de l'audience, ça fait du bruit. Derrière, je peux monétiser des formations autour d'Airbnb, je peux monétiser des formations autour du business. Je peux monétiser du consulting avec des gens qui ont des Airbnb et qui veulent améliorer leurs revenus. Vous voyez ce que je veux dire? Un business physique, vous pouvez le digitaliser facilement parce que ça vous donne de la matière à filmer. C'est même quasiment c'est ce qu'il y a de mieux parce que quand votre business est purement en ligne, il n'y a rien à filmer. Hein. Personne ne va vouloir vous filmer, vous n'allez pas vous filmer en train de faire des clics sur Facebook, créer des pubs, tout le monde s'en fout. Hein. Enfin, sauf si vous mettez des dashboards avec des gros chiffres mytho, ça les gens ils accrochent à ça. Mais hors ligne, c'est super parce que ça vous donne énormément de contenu à créer. Et là, si vous lancez un business online, quel qu'il soit, je vous encourage à 100 000% à tout filmer et à foutre tout sur Internet. Hein. Ça vous rapporte des clients, ça vous rapporte de la visibilité, ça vous rapporte de la crédibilité, ça vous rapporte tout. Or, pour faire un business hors ligne, ça peut être intéressant justement de le faire dans un pays tiers 1 parce que c'est là où l'économie est la plus puissante, donc c'est là où vous allez pouvoir build les clients le plus possible. Alors vous allez vous dire oui mais l'État me prend 50%. C'est vrai. L'État communiste français va vous prendre une très très grosse partie de votre fric. Mais si vous aviez fait le même business dans le fin fond de l'Algérie, on vous aurait peut-être pas pris 50%, mais de toute façon vous auriez gagné 10% de ce que vous gagnez en France. Ou 1%. Le truc n'aurait même pas marché. Pensez à ça aussi. Donc ne vous créez pas de pensée limitante. Avoir un business en ligne qui tourne et pouvoir voyager autour du monde, c'est génial. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à créer. Et c'est pas la voie la plus simple pour aller vers la liberté financière. Donc si c'est là-dedans que vous voulez aller, allez-y à fond. Je vous décourage surtout pas. Mais je veux pas que vous vous disiez putain moi j'ai une idée de faire une société d'élagage pour faire des belles haies autour des maisons. Mais vas-y, c'est en ligne, c'est hors ligne, c'est has-been, c'est sur place et tout. Non, je vais pas faire ça parce que moi je veux un truc en ligne pour m'expatrier. Ça, c'est une pensée limitante. Vous avez une idée de business, vous avez une expertise, peut-être que vous avez déjà travaillé dans le domaine. Vous êtes dans un lieu où il y a des gens qui sont intéressés à payer pour ça, mais vous avez cette pensée limitante qui vous dit non, je vais pas faire ça, c'est pas assez cool, c'est pas assez digital, mes couilles. Et vous vous limitez vous-même. Ne vous limitez pas. Faites avec ce que vous avez. Vous êtes bloqué en France. Vous avez une idée de business hors ligne, lancez-le. Et lancez-le aujourd'hui. En tout cas, lancez-le le 2 janvier. Alors, là, je vous ai parlé du gars justement qui est en France, qui ne veut pas trop s'expatrier. Maintenant, parlons du gars qui a les moyens de s'expatrier. Ou bien parce qu'il a des revenus passifs, immobilier, ce que tu veux. Ou bien parce qu'il a un business pour le coup qui est 90% digital, ou 99% ou 100% digital, qu'il soit businessman ou pas. Le gars peut être 8 heures par jour derrière un ordi, mais il travaille depuis son ordi, donc il peut aller où il veut. Ou le gars par exemple a 19 ans et il s'en bat les couilles parce qu'il va vivre dans une chambre d'hôte. Lui tout ce qu'il veut c'est se barrer le plus vite possible. Digital France. Digital France parce que c'est un pays qui se tiers-mondise à vitesse grand V, mais objectivement parlant en termes d'économie, à l'échelle internationale, c'est pas un shitole. Je vais être clair sur les termes que j'utilise. Ce gars-là, à ce moment-là, s'il est vraiment pressé d'expatrier, je peux lui recommander de commencer par son expatriation. En fait, je dirais que vous avez 4 façons de faire le biz. Ou bien vous montez le biz en France et vous expatriez pendant que le biz tourne en France. Ou bien vous montez le biz en France, vous le vendez et vous vous expatriez et vous remontez un truc une fois que vous êtes expatrié avec la thune du business que vous avez vendu en France. Deuxième possibilité. Ou bien troisième possibilité, vous montez un biz en France, vous vous expatriez avec la thune générée par le biz en France et vous créez un deuxième biz une fois que vous êtes expatrié. Et après vous pouvez laisser tourner celui qui est en France ou le revendre. Ou bien quatrième possibilité, vous vous expatriez d'abord et vous montez un biz dans le pays de votre expatriation, ce qui nécessite forcément d'avoir ou bien des revenus ou bien du temps. Parce que quand vous n'avez pas de revenus, pour accélérer la croissance de votre entreprise, vous allez devoir investir du temps. Du temps, des compétences, etc. Donc parlons du deuxième gars, lui il veut s'expatrier d'abord, il va absolument monter un truc en tant qu'expatrié. Alors à ce moment-là, ou bien, comme j'ai dit, vous avez de la thune, vous barrez avec de la thune. Je connais des mecs qui viennent en Europe de l'Est avec plusieurs centaines de milliers d'euros, des fois plusieurs millions d'euros, pour pouvoir investir dans l'immobilier, pour pouvoir monter des trucs, ce que tu veux. Il y a un mec qui a monté une donneterie, il y a un mec qui a monté un truc de gaufre, super bon d'ailleurs. Mais évidemment c'est pas le cas de tout le monde n'a pas des capitaux à déplacer d'un pays à l'autre. À ce moment-là, vous vous expatriez et depuis le pays d'expatriation vous montez le biz. Alors est-ce que dans mon pays d'expatriation je monte un biz online ou offline? Ça va dépendre de votre pays d'expatriation. Si vous ne savez pas comment monter, moi je vous le dis, je le répète encore pour la millième fois, Airbnb. J'ai monté Airbnb en Roumanie sans parler la langue, je fais tout en anglais.
Ceux qui sont pas contents, ils dégagent. Il y en a d'autres qui vont être d'accord de travailler avec moi. J'ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles les propriétaires sont intéressés à travailler avec des entreprises comme la mienne. Quand je me suis lancé dans Airbnb, les amis, j'avais une jambe pétée. Je m'étais pété un truc dans le pied, je boitais comme un schlag. Je me suis dit, je me lance, point. J'y connaissais rien. Je parlais pas la langue locale. Et j'avais l'IA pété. J'ai commencé à prendre des rendez-vous, j'y allais en boitant. Agent immobilier, évidemment, il me dit non, c'est pas possible, ça va pas marcher. Là. Je m'en suis battu les coups, j'ai continué, jusqu'à ce qu'un mec il dise oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le mindset. On se lance aujourd'hui et on persévère, et on persévère, et on persévère. Alors, donc encore une fois, vous savez pas quoi monter, vous êtes dans n'importe quel pays, très simple, vous allez sur Airbnb, vous allez sur Pricelab, vous regardez le prix des Airbnb dans votre rue, dans votre ville, combien ça rapporte. Deuxième étape, vous allez sur le site d'immobilier local, vous regardez le prix d'un loyer et vous voyez s'il y a un potentiel. Si les revenus sont au moins 2 à 2 fois et demi supérieurs au loyer, vous avez un business. Vous allez juste faire comme moi. Ça, c'est pour les gens qui ont la flemme, qui veulent juste qu'on leur donne un business clé en main. Si vous voulez pas un business clé en main, vous voulez monter un truc physique. Je ne recommande pas d'aller dans des pays à coût de la vie faible, des pays entre guillemets pauvres par rapport à l'Occident, et de monter des petites structures comme par exemple, mettons une société de repassage de vêtements, une société un pressing. Si vous avez les moyens dès le début de créer un vrai pressing, pignon sur rue, avec une équipe, avec un budget marketing, etc., ça peut être très bien. Il y a des gens qui font ça en Roumanie, ils se font de l'argent, il n'y a pas de souci. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vous dire je monte un business physique ou c'est moi qui vais faire le business au début. Ça, c'est bien à faire dans un pays occidental. C'est pas bien à faire dans un pays tiers 2 ou tiers 3. Parce que si au début vous vous dites mais c'est moi qui vais faire le repassage, pour reprendre l'exemple du pressing, vous allez gagner 3 copinettes. Vous n'allez jamais pouvoir scaler. Donc c'est les business qui sont très bien à partir du moment où on peut scale, à partir du moment où on peut recruter, à partir du moment où dès le début on peut avoir une pipeline, avoir des clients, avoir du marketing, avoir des gens qui envoient des vêtements à faire et avoir une équipe sous son aile. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ça et que vous voulez vous expatrier et lancer un business directement dans votre pays d'expatriation et que vous n'avez pas de thunes, à ce moment-là il ne vous reste que évidemment l'option du business en ligne, à 100% en ligne. À ce moment, et ça peut être d'ailleurs une très bonne voie. Alors comment faire pour lancer un business online? J'ai fait une vidéo hier pour vous expliquer un framework très rapide pour lancer en 30 jours un business online, n'importe lequel. Un business évidemment qui va au début vous demander de travailler vous-même. Après vous pouvez déléguer et transformer ça en agence. Dans une agence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire le job pour vous. Première chose à faire, vous choisissez une niche, n'importe laquelle. Par exemple, là je suis à la plage. On pourrait faire la niche, ça pourrait être des tentes. Des tentes pour faire des pique-niques à la plage. Ok. J'ai donc du matériel pour que les gens puissent se poser là sur les plages et puis ils ont leur tente, ils ont leur siège, ils ont de l'équipement pour le truc à la plage. Ok. Mais je sais pas exactement à qui m'adresser. Première étape, on va devoir affiner notre étude de marché, savoir à qui on s'adresse. Comment on va faire des sondages. Et pourquoi les gens perdraient leur temps à répondre à vos sondages? Très simple. Parce que vous allez créer ce qu'on appelle un lead magnet. Un lead magnet, c'est un bait. C'est un truc qui va les intéresser à répondre à vos sondages. Mettons, donc au début, évidemment, votre bait, il va pas être super précis puisque vous connaissez pas votre audience. Donc ça va être un bait généraliste. Le guide ultime du backpacker à la plage. Vous créez ça, vous créez cet e-book, ça vous prend 3 secondes avec ChatGPT. Une fois que vous avez créé ça, vous créez de la pub. Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, ce que vous voulez. Et vous dites aux gens, cliquez pour télécharger. Et quand ils cliquent pour télécharger, gratuitement bien sûr, il y a un petit questionnaire. Quels sont les problèmes que vous rencontrez quand vous faites du backpacking? Quels sont les problèmes que vous voudriez résoudre? Quel âge vous avez? Quel est votre budget? Combien vous investissez dans cette activité? Est-ce que c'est un hobby? Est-ce que vous le faites en famille? Là, vous affinez votre audience, vous récupérez de la data. Une fois que vous avez de la data, vous dites ok, la majorité de mon audience, c'est des mecs d'environ 35 ans, bab cool, ils n'ont pas de famille, et leur budget, c'est 100 € par mois ou 200 € par mois pour investir dans du matos, pour acheter leur barbecue, machin, etc. Ok. Le problème numéro 1 qu'ils rencontrent, c'est qu'ils aiment bien faire des barbecues sur la plage, mais qu'il n'y a pas de place dans leur... quand ils transportent leur temps, tout leur matos, là, ça part dans tous les sens. Donc ils ont besoin en fait d'un truc qui puisse leur permettre de s'organiser plus facilement. Ok, j'ai cerné le problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout un branding autour de cette problématique. Donc vous allez utiliser des sites, maintenant c'est très très rapide de créer un site internet, les amis. On passe par Webflow, on passe par Wix, on passe par ce que vous voulez, ça prend un week-end, même pas, ça prend quelques heures. On crée tout un branding autour de ça. Dans notre branding, on va inclure les éléments qu'on a récupérés en faisant notre premier sondage. On va montrer à notre utilisateur potentiel que on a compris. Très bien, on a un branding, on a une image. Maintenant, on va créer un deuxième lead magnet. Au début, rappelez-vous, c'était le guide du backpacker à la plage. Maintenant, c'est, mettons le deuxième lead magnet, ça va être cessez d'être désorganisé quand vous backpackez à la plage. Et l'image, ça va être un mec de 35 balais, parce que vous savez que c'est votre audience. Il y a un mec de 35 balais qui est en galère à la plage. Là, vous avez un truc qui est beaucoup plus précis.
on rebalance de la publicité et gratuitement on dit aux gens voilà, on rebalance un link magnet, pareil gratuit, téléchargé, machin. Mais là derrière par contre on va leur demander un email, on va leur demander un numéro de téléphone. Si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, il faut le faire aussi dans la première campagne publicitaire. Comme vous avez une offre qui est beaucoup plus précise, vous allez avoir des gens qui mordent à l'hameçon de manière plus efficace. Et vous allez avoir un taux de conversion qui va être beaucoup plus efficace quand vous allez passer à la troisième étape, à savoir l'étape de prospection / outreach. Donc maintenant que vous avez une liste d'emails, vous avez une liste de numéros de téléphone de gens qui ont cette problématique. Tous les jours vous leur envoyez des emails, tous les jours vous contactez des gens. Alors là évidemment pour la niche que j'ai choisie complètement au hasard, c'est pas vraiment une niche qui se prête à faire du coaching, vous n'allez pas coacher des gens pour faire du backpacking. Mais admettons que votre niche se prête au coaching, des choses justement les gens besoin d'accompagnement, besoin de conseils, vous pouvez les appeler, leur proposer une première séance de coaching gratuite. Par exemple, mettons que la personne au lieu de faire du backpacking, ce qu'elle veut c'est dans le bien-être. C'est un truc de bien-être. Bah voilà, première séance de coaching, je vous apprends effectivement à retrouver votre équilibre intérieur, etc. La séance gratuite, on fait un plan d'action, puis si la séance gratuite vous a plu, on prend un pack de 3-4 séances pour effectivement vous aider à retrouver votre équilibre intérieur, à vous dégager de tout ce stress, à créer une routine saine pour votre vie. Puis derrière ça, en plus, on peut vendre du merchandising. Vous voyez? Mais ça, on le fait à la fin quand on a parfaitement identifié quelle est notre cible. Et si vous faites ça proprement, si vous avez bien suivi toutes les étapes, si vous avez bien trouvé vous avez bien identifié votre buyer's persona, au bout de 30 jours, vous avez une liste de clients. Vous savez exactement quel âge ils ont, vous savez exactement quelle est leur problématique, vous savez exactement quels sont leurs points de douleur. Vous avez un branding qui est prêt, vous avez les produits qui sont prêts. Il vous suffit plus que de faire ou bien leur envoyer des emails ou bien leur proposer des rendez-vous téléphoniques si c'est pour proposer une première séance de coaching qui va être gratuite, effectivement, pour montrer votre expertise, pour montrer à la personne que vous comprenez sa problématique, etc. Et derrière, si ça lui a plu, lui proposer d'en reprendre d'autres, cette fois payantes. Et vous avez un business en 30 jours en ligne, full en ligne. Tout simplement les amis. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Est-ce que d'abord je m'expatrie? Est-ce que je reste en France? Est-ce que je monte un business full en ligne mais à partir de la France? Pour résumer, si vous restez en France, le problème c'est les taxes, le problème c'est les régulations. L'avantage c'est que vous avez tout un panel de business hors ligne que vous pouvez démarrer tout seul et qui peut rapporter de l'argent convenablement, on va dire, là où vous ne pourriez pas le faire si vous étiez dans une destination avec un coût de la vie plus faible. Donc vous avez plus de choix de business. Alors que si vous êtes déjà expatrié, l'avantage c'est qu'évidemment le coût de la vie est plus faible, moins de taxes, etc. L'inconvénient c'est qu'il y a moins de possibilités de business, sauf si vous avez évidemment des capitaux de départ. C'est à vous de voir. Par contre, une fois que vous avez choisi un truc, une fois que vous avez choisi que je me lance là-dedans, tenez-y vous. Alors, ne vous y tenez pas pendant 3 ans, ne perdez pas de temps. L'idée c'est pas de s'entêter dans un truc qui marche pas. Mais créez un objectif. Vous dites ok, moi je vous donne mon objectif, c'est toujours pareil. 30 jours, une vente. Mais pour vous ça peut être 90 jours. Mais créez un plan d'action. Vous dites ok, pour moi ça c'est un succès si ça. C'est un succès si dans 30 jours j'en suis là, dans 60 jours j'en suis là, dans 82 jours j'en suis là. Et traquez absolument tout ce que vous faites. Et au bout des 30 jours, au bout des 60 jours, au bout des 90 jours, regardez, est-ce que finalement ça m'a apporté ce que j'avais attendu? Rien ne vous empêche au fur et à mesure de pivoter. Dire ok, c'était pas exactement comme je voulais, mais finalement j'ai pivoté et cette idée de business me plaît toujours, elle est toujours pertinente. Ok, on recrée de nouveaux objectifs. L'idée c'est d'avoir des objectifs pour savoir où on en est, pour savoir si ce qu'on est en train de faire nous apporte ce qu'on avait voulu faire au début et qu'on n'est pas en train de tomber dans un biais cognitif qui s'appelle le biais des coûts irrécupérables. C'est-à-dire j'ai investi du temps là-dedans, j'ai envie de continuer alors qu'en fait ça foire, ça marche pas. Ne pas s'entêter dans un truc qui ne marche pas. En revanche, si vous vous êtes donné un créneau de 6 mois, ou d'1 mois, ou de 3 mois pour lancer votre business, pendant le mois, pendant les 3 mois, pendant les 6 mois, vous êtes à fond dans ce business et vous ne doutez pas une seconde de ce business. D'accord? Donc il y a un juste milieu à garder entre ne pas s'entêter dans un truc qui ne marche pas. Comment on sait que ça ne marche pas? Parce qu'on a des objectifs très clairs. Et ne pas lancer un truc en disant ouais je le ferai demain, j'ai le temps, machin, et puis en même temps on n'a pas envie de le faire parce que finalement c'est pas sexy, c'est pas en ligne, ou mais moi en fait j'ai envie de m'expatrier, machin. Ça sert à rien de se lancer dans ces conditions. Choisissez un truc et tenez-y vous. On arrive à la fin de cette vidéo les amis, donc comme d'habitude ma petite pub. On s'abonne à la newsletter pour des petits conseils en béton armé comme ça tous les jours. Enfin, j'essaie d'envoyer tous les jours mais des fois j'ai pas forcément le temps de vous taper le truc. L'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde les amis. Ça comporte des risques, ou bien vous allez perdre de l'argent, mais vous allez perdre du temps. D'accord? Mais si vous avez une vibe d'entrepreneur, si vous avez soif de liberté, vous êtes sur la bonne chaîne. Et il vous reste plus qu'à aller dans la description pour vous retrouver dans la bonne newsletter. C'est entièrement gratuit. Et n'oubliez pas aussi de s'abonner, mettez une petite cloche, mettez un petit like. Si vous avez des business, vous avez envie de vous expatrier, vous avez la moindre question, j'y réponds gratuitement en commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Beurre Digital. Ciao.